Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir. Madame, monsieur, bonsoir. Vous suivez le meilleur programme télé portant sur l'entrepreneuriat. Et c'est sur Live TV, la télé sans filtre. Et c'est Jeune Mansa saison 3. Aujourd'hui, le challenge numéro 3. Nos candidats devront prouver leur capacité de persuasion. Rassurez-vous, pour y arriver, ils ont eu droit à une formation avec notre expert. Et cette formation a porté sur l'art du storytelling. Après cette formation, nos candidats ont eu droit à une journée de préparation avec notre expert. Et aujourd'hui, ils devront pitcher en 3 minutes leur projet devant les membres du jury pour arriver à les convaincre. Ils devront raconter l'histoire de leur entreprise, l'histoire de leur projet devant les membres du jury afin d'arriver à les convaincre pour qu'ils puissent être choisis pour rester dans l'aventure Jeune Mansa saison 3. Restez avec nous. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons assisté à 2 jours de masterclass, riches d'enseignements et pleines d'émotions. La différence, c'est que c'est vous qui allez faire tout le travail, ce n'est pas moi. C'est vous qui allez raconter votre histoire, ce n'est pas moi. Le rôle du coach, il vient te faire prendre conscience du potentiel que tu as. Et c'est toi qui développes ce potentiel. Ce n'est pas de la formation que je suis venu faire, ce n'est pas du conseil. Je suis venu vous permettre de prendre conscience de votre potentiel afin de raconter votre histoire. C'est là qu'est né les saveurs du taureau. Et la raconter surtout avec des émotions. Chaque plat que je construis n'est pas seulement que de la nourriture ou de la matière première, mais c'est aussi une émotion que je transmets, un sentiment. C'est un voyage plein de résilience, de difficultés. Nos entrepreneurs se sont préparés au storytelling afin de raconter au mieux leur histoire aux membres du jury. On aura des activités qui seront interactives. Comment vous vous sentez à l'instant présent? Aujourd'hui, nous sommes à l'entrepreneuriat, ce que le Texapon est au coco. Pour ne pas dire au produit lavant. Sans nous, vous ne pouvez pas mousser. Nous sommes Nuepix. On ne réfléchit même pas. Le mot qui vient, comment je me sens, j'écris, je viens, je colle. C'est le début d'une belle aventure que vous commencez parce que vous vous êtes reconnecté à vous. Le pouvoir du je suis, les affirmations positives, montrent qu'on attire à soi ce qu'on est réellement. C'est pour ça qu'on dit
Tu es la somme des personnes que tu côtoies, de ton entourage. C'est pourquoi il est très important de développer ce qu'on est à l'intérieur. C'est ça qui est plus important. Après tout ce que j'ai appris concernant toutes les procédures pour établir un bon storytelling, je me sens prêt à raconter mon histoire. Et je pense qu'on est tous plus ou moins prêts, en tout cas moi je suis prêt à pitcher demain devant le jury. Il faudrait que cette émotion, ils puissent la communiquer au jury. Attention, il y aura des éliminations aujourd'hui. Bonne chance à tous et place au péril anonyme. C'est maintenant. Et c'est Soro qui se lance. Chers membres du jury, bonsoir. J'ai grandi dans un environnement ayant des valeurs fortes, le courage et la persévérance. En 2005, j'obtins mon premier ordinateur qui m'a été offert par mon père, alors qu'il était à la retraite. Nous nous sommes rendus dans un quartier de Korogo, qui est le quartier Petit Paris, un quartier non électrifié. Et là, l'ordinateur, après 2 mois d'utilisation, il s'est trouvé qu'il a eu un souci de batterie. Et là, mon calvaire commence, parce qu'il fallait le recharger pour pouvoir étudier, vu que l'informatique était déjà ma passion. Au décès de mon père, dans la même année, je me suis retrouvé à vouloir, coûte que coûte, poursuivre ma passion, qui est l'informatique. Alors, il fallait recharger l'ordinateur et pouvoir étudier. Chaque soir, je quittais Petit Paris pour aller au quartier sinistré, d'où, chez mon oncle, recharger l'ordinateur. Et j'ai traversé pas mal de périples pour y arriver, parce que les soirs, il fallait traverser un bas-fond. Le bas-fond, en réalité, il séparait le quartier Petit Paris du quartier sinistré de 5 km, chose qui était un raccourci pour moi. Et j'y allais recharger l'ordinateur et je revenais à Petit Paris pour pouvoir travailler les soirs. Et 2 mois plus tard, mon ordinateur a été volé, ils m'ont braqué. Et là, c'était le calvaire, parce qu'il fallait, coûte que coûte, continuer à travailler avec les valeurs que j'ai reçues en famille. Alors, avec le soutien de ma mère, j'ai continué à travailler dans des cyber, mais avec un objectif bien précis. C'était de pouvoir améliorer cet ordinateur qui m'a été volé, parce que je l'avais toujours en tête. Et vu que mon père était décédé, je me souviens, c'était 6 mois plus tard. Chez nous, en famille, par exemple, après le décès du père, on fait le partage des différents gadgets et des affaires, c'est-à-dire l'héritage. Et lors du partage de l'héritage, grande fut ma surprise. Dans le tiroir de mon père, il y avait un autre ordinateur. Mais cet ordinateur avait le même souci que celui que j'avais égaré, problème de batterie. Et j'ai vu une petite note où mon père me disait, « Champion, tu es mon champion. Je sais que quand tu tiens à quelque chose, tu y arrives. Arrange-toi à m'améliorer ce gros problème que tu as eu pour que demain, ceux qui sont dans la même situation que toi puissent se retrouver et puissent utiliser cet outil que tu as amélioré. Marque ton histoire. » C'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur le développement et la recherche technologique. Et en 2020, mon premier prototype est sorti en décembre. Malheureusement pour moi, ma mère est décédée en novembre parce que c'était elle mon socle. C'était elle qui était ma force. Et là, mon monde s'est complètement écoulé. Pour moi, je n'allais plus y arriver. Et avec le temps, je me souviens bien, j'ai fait 6 mois dans la maison. J'ai passé tout le temps à pleurer. Et c'est avec les conseils des grands frères, avec les conseils de la communauté, je suis remonté. J'ai dû me ressortir du fin fond de moi-même. Et aujourd'hui, vous avez l'ordinateur Innov, Inverse, Made in Côte d'Ivoire. Donnez la chance à ces personnes de pouvoir valoriser leur quotient intellectuel. Je vous remercie. On n'a pas fini? On a le droit de poser des questions. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu es pressé, mon ami? Attends un peu. Merci pour l'honnêteté, la générosité du partage. C'était un peu difficile quand même, beaucoup d'émotions. Et je pense que tu as pu quand même lier l'histoire à la création de l'ordinateur, du projet. Je sais pas.
Moi, ça m'a touché, en tout cas. Oui, certes, mais j'ai eu peur à un moment que vous ayez mis tellement de temps à essayer de nous émouvoir que finalement, je me demandais à quel moment on allait parler du projet lui-même, au-delà du pourquoi, du comment, et surtout quel est l'intérêt et l'impact que fait le produit que vous avez sur votre cible. Donc du coup, je veux dire, la maîtrise du temps et l'ajustement qui est nécessaire dans une situation de storytelling comme celle dans laquelle nous sommes est quelque chose d'extrêmement important. Certes, il y a une volonté de toucher le public. Je pense que certains arguments ont forcément fait peut-être mouche, Bien sûr. mais il faut faire attention de ne pas trop s'égarer. Et surtout, vu que vous avez déjà passé plusieurs étapes, on connaît à peu près votre cible. Donc, quand vous avez commencé avec le parallèle de « il n'y a pas de courant », votre cible, elle n'est même pas rurale. Donc, si on est encore à Abidjan, dans une zone urbaine, on a quand même plus facilement l'électricité. Donc, le problème est moins posé, en tout cas sur la question de la batterie qui est moins longue, donc de l'autonomie. Donc, ça fait que je me suis un peu perdue, on va dire. Merci. J'ai failli pleurer. Hein. Ouais, mais bon, justement. Oui, voilà, il n'y avait que ça à voir. Il n'y avait que ça, en fait. Guys, you know, je peux venir raconter aussi l'histoire de ma grand-mère. Oui, non, c'est vrai. Et moi, l'histoire de mon père. C'est pas le sujet. Mais le business, il est où, là? C'est pas le sujet. C'est ça, la discussion. C'est pas le sujet. Lui, en particulier, je l'attendais. Il a un coup de retard. C'est ça. À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, c'est vrai. Il est toujours en décalage. C'est-à-dire, là, il a pris 4 minutes pour nous parler d'émotion et 30 minutes du business. 30 secondes. Toujours. 30 secondes, pardon, pour nous parler du... C'est dommage. Moi, je veux parler des ordres. Voilà, let's talk business, quoi, at the end of the day. Anyway. Oups, à trop vouloir émouvoir, notre ami est passé bien à côté de son projet. Mais bon, voici Marie-Danielle, notre prochaine candidate qui arrive avec une belle assiette, en espérant qu'elle sache raconter son histoire. C'est joli, en tout cas. Découvrez l'histoire de Abby, une étudiante de 20 ans qui a dû faire un choix entre ses études et sa grossesse. Après l'obtention de sa licence, Abby a dû mettre en suspens ses études pour s'occuper de son fils. Mais c'est pendant sa grossesse qu'un événement magique s'est produit. Ses envies alimentaires l'ont conduit vers la cuisine. Malgré qu'elle n'avait aucun savoir-faire dans le domaine, elle a su associer des épices, des ingrédients pour donner des plats au goût audacieux et à revisiter des classiques de la cuisine ivoirienne. La cuisine est devenue son refuge, son seul moyen de communiquer, d'exprimer ses sentiments et ses émotions les plus profonds. Elle en est tombée amoureuse et en a fait son moteur. Étant mère célibataire, elle a dû vendre des jus, des panini et faire du bath cooking pour subvenir aux besoins de son fils. Elle a aussi puisé dans cette passion-là et a décidé de développer, approfondir ses connaissances dans le domaine afin de participer à divers concours de cuisine et obtenir des prix et des éloges pour ses créations audacieuses. Aujourd'hui, Abby veut partager son expérience, son parcours de résilience et créer un lien profond entre les hommes et les cultures à travers les assiettes de l'expérience Ananseco. Je suis Abby et joignez-vous à moi pour partager, montrer au monde le véritable pouvoir de la cuisine qui est capable de transpercer les cœurs et les âmes. Merci. Très beau narratif, très belle élocution. Mais where's the business? Où est le business? Le storytelling, il ne doit pas s'arrêter qu'à l'histoire. Ouais. Il doit nous parler aussi de votre business, ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez développer, comment vous le voyez, la vision. Ouais. Pourquoi est-ce que dans votre histoire, quelle est la solution que votre business apporte? Au-delà d'être un refuge pour vous, qu'est-ce que c'est que pour vos clients? J'attendais la seconde partie. Moi aussi. Et vous avez été trop vite. Vous avez utilisé quoi, 2 minutes? J'attendais la suite. 42 secondes. 1 minute 42, vous aviez 5 minutes. OK.
Très belle première partie. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Très beau narratif. Je pense qu'on est tous alignés sur le fait que vous avez une belle histoire, bien argumentée. Mais on reste un peu sur notre faim parce qu'on attendait naturellement... La chute sur le business. C'est Abby a rêvé grand, ok, elle a créé Ananseco. Ananseco aujourd'hui se positionne comme the restaurant qui fait découvrir telle ou telle chose. Quelle est l'histoire d'Ananseco? Qui vous promet des choses. Vous allez voyager dans la culture africaine, ivoirienne, au fin fond de Korogo, au travers du sorgho, le mil, enfin... Aïe, apparemment, tous les candidats passent à côté du business. Marie-Danielle pleure. C'est bon? Bon, ça va, on va y arriver. On va y arriver. Donc c'est vraiment la partie de la recommandation qu'on donne, c'est de ne pas... Le storytelling, c'est pas juste une histoire. Ouais. C'est une histoire qui nous amène vers votre business. C'est une histoire qui fait de votre business, qui valide la légitimité du choix du business. Mais pour que vous partiez avec un mot d'encouragement, d'accord? C'est bien amené. Améliorer simplement, au-delà du narratif, le contenu sur votre offre, ce que le client attend et naturellement ce que les investisseurs attendent. Et vous verrez que, voilà. Et la promesse que vous faites. La promesse, c'est important. Première partie, on n'a pas fini, donc c'était magnifique. Super bien mené, belle expression. Bon courage. Vraiment, bravo. Courage. Les membres du jury l'ont bien encouragé et auront droit à goûter sa petite assiette. J'ai revisité le pain condiment, le traditionnel pain condiment, ce que je vendais, mais d'une autre manière. C'est un pain soufflé avec une farce de poisson et de pommes de terre, avec un sabayon, avec de l'hibiscus. C'est le pain condiment avec le traditionnel jus de bissap. Merci beaucoup. Merci. Gentil. C'était magnifique. Hein. Son histoire était tellement bien racontée, une belle expression. Et tu sais, même dans son body language. Son body language, elle a du charisme. C'est-à-dire qu'elle a baissé les yeux quand elle parlait de l'histoire de Abby. Ouais. Au moment où elle dit « je suis Abby », elle nous regarde. Donc, et là nous, on attendait. Donc, du coup, moi, je suis là, je me dis, bon, elle va me parler du business. Comme on dit, tu sais, de la viande de Ferquet, de tout ce qu'elle est en train de faire. Et du restaurant, de la vision. Et puis, ça s'est terminé là. C'est dommage, mais elle a beaucoup de charisme. Mais bon, voilà, elle aurait même pu parler que de ça. Ouais, je pense que même ça, c'était déjà bien. Ça, c'était une illustration. Exactement. Alors, à son crédit, vous savez, je crois que dans ce processus, c'est bon aussi de reconnaître ceux qui progressent. Exactement. Oui, il y a de la progression. À chaque étape. C'est ça. Et elle, visiblement, elle est en train de... Elle prend tous les conseils au fur et à mesure. Oui, elle apprend, elle intègre. Le prochain candidat, c'est Mr. Goli. Je lui souhaite bonne chance. Pierre Goli, fils d'agriculteur. Issu d'une famille polygame de 5 femmes et de 25 enfants. Polygame de 5 femmes et de 25 enfants, dont ma mère fut la dernière femme, avec 3 enfants, dont j'étais l'aîné. Les revenus de mon père étaient essentiellement basés sur les ventes de ses récoltes. Il était un maraîcher, il faisait la culture maraîchère. Pendant les vacances, nous étions avec notre père et nos mamans pour pouvoir cultiver la terre, pour qu'à la rentrée, on puisse avoir des moyens pour aller à l'école. Je voyais mes parents travailler sur le soleil et souvent sous la pluie, durement dans la production du maraîcher. Le maraîcher est un métier où il faut être très tôt matin au champ et revenir très tard. Pendant les périodes de mise en place, c'était des durs labeurs, le repiquage, l'arrosage à la main, puisqu'on n'avait pas, mon père ne disposait pas des systèmes d'irrigation. On récoltait, mais pendant les ventes, on n'avait pas de bon prix. Et souvent, il y avait des récoltes qui pourrissaient. Je lisais sur le visage de mes parents le désespoir. Un père
L'émotion commence à monter. Passait tout son temps à réfléchir comment s'occuper de ses enfants. En 2015, en classe de terminale, je perdu mon père. On va te laisser respirer. Trop d'émotions. J'espère que ce moment ne va pas lui porter préjudice. Je te laisse reprendre. Reprenez vos esprits. Prends tes esprits. Calmement, parce que... Tu as besoin d'un Kleenex? Sinon, on va pas s'en sortir, là. Attends. Non, il faut que tu te calmes. Reprends tes esprits. Je vais reprendre. Tu veux prendre de l'air un peu? J'ai mis pause en fait sur le On a mis compteur. pause, tu peux te prendre ton temps. Respirez un grand coup. Vous voulez de l'eau? Courage, champion. C'est Tu bon? peux y arriver. C'est au déchet de mon père. Attends. Non. Quand ils vont me donner le top, je vais... Parce qu'on a 2 minutes. Mais il faut que tu reprennes tes émotions. On peut pas filmer comme ça. Tu es prêt? Tu te sens prêt? Oui. Ok. Et c'est là que ma vie a basculé, parce que mon père ne nous avait rien laissé, c'était uniquement que la terre. Et chaque femme était obligée de cultiver la terre pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Ma mère produisait des légumes, mais elle avait une cultivar qui était la tomate. Et c'est grâce à la tomate que j'ai pu avoir mon diplôme d'agronome en 2017. Parce que j'avais décidé d'aider ma maman à s'occuper de mes 2 petits frères. C'est pourquoi j'ai choisi ce métier d'agriculture, pour pouvoir aider aussi les autres agriculteurs de maraîchers qui subissent cette mévente de leurs produits après des durs labeurs. Je me rappelle comme si c'était hier, pendant la crise post-électorale, maman avait fait une bonne récolte pendant les vacances et nous étions très heureux de voir cette récolte. On dit, ah, maman va avoir de l'argent cette fois-ci. Et c'est là qu'elle n'a pas pu vendre plus de 90% de ses produits. Et cette année-là, moi et mes 2 frères sommes allés à l'école au 2e trimestre après les fêtes parce qu'il fallait refaire une autre culture pour pouvoir aller à l'école. Et c'est là, après mes études, j'ai pris la résolution d'aider tous les agriculteurs qui sont dans le domaine du maraîcher et en particulier les producteurs de tomates. J'ai travaillé pendant 3 ans avec l'ADCVI, qui était chargé de la vulgarisation des produits à Boisflé. Ma mère vient de Boisflé. Elle est une femme gourou. Et après ces 3 ans, j'ai décidé de créer Eden en 2017. J'ai créé Eden Commodity en 2017, qui s'occupait au départ de l'encadrement technique et du suivi des coopératives productrices de maraîchers et en particulier de la tomate. Les aider à trouver des acheteurs, des grossistes. Mais cela ne suffisait pas parce qu'il y avait des moments où les prix étaient très bas. Et je me suis assis. Je suis vraiment désolée, mais votre temps est arrêté. Pourtant, à cause du... Je vous ai mis même un peu de temps en plus, à cause de tout à l'heure. Alors, vous savez, il y a eu beaucoup d'émotions dans votre présentation. Et je pense, malheureusement, ça nous a fait perdre un tout petit peu le fil du projet qui est le vôtre. Et je dois dire que je trouve ça un peu dommage parce que
vous travaillez dans un secteur qui est très intéressant parce qu'il fait appel à de la main-d'œuvre. Il est susceptible d'utiliser beaucoup d'employés, donc de créer des emplois pour beaucoup de personnes. Qui plus est, vous créez de la valeur ajoutée, ce qui est quelque chose de positif. Mais quel dommage la façon dont vous présentez votre projet. C'est vrai que quand on raconte son histoire, on a des souvenirs douloureux, mais déjà rien que votre posture quand vous êtes arrivé, vous êtes venu comme si c'était la fin du monde. Alors que vous venez en face d'investisseurs. Donc vous ne devez pas perdre de focus. L'objectif de votre storytelling, ce n'est pas de faire du théâtre, mais c'est de présenter un projet et de faire le lien entre votre histoire et votre projet. Mais votre attitude, votre posture globale quand vous êtes venu, vous étiez déjà en deuil. Il faut qu'on se le dise. Vous êtes venu avec une attitude de deuil. Et ça ne vous a pas servi. Ça vous a desservi. C'est vrai qu'il y a des membres du jury, mais c'est comme si on représentait des investisseurs pour vous. Donc l'idée, c'est de vendre votre projet. Et comme disait justement Charles, vous avez un beau projet. Dommage. Vous créez de la valeur. C'est dommage que vous ne soyez pas en mesure de le vendre comme il se doit. Fin de votre chrono. Merci. Dommage. Place au débriefing. C'est tout triste que Rolly Non, part. là, on était à Hollywood. Non, c'est pas ça. En fait, Il y a vraiment des vraies émotions. non, visiblement, Non, je sais, mais c'était justement, on n'est pas à Hollywood. Alors, Il est venu dans la douleur. je pense que de façon consistante, on est en train de se rendre compte que, effectivement, les histoires de préparation... Quel sont- mémo ils ont eu. Mais elle n'a parlé qu'une heure. Encore une fois, c'est toute la partie Business. business, idée. bon, complètement. On va écouter les autres, mais pour le moment, là, c'est pas ça. Hein. Le prochain candidat nous parlera de cette pneu. J'espère qu'il fera mieux que les autres. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir. Allez-y. Oui. Allez-y. Préserver la santé est la raison pour laquelle j'ai créé Ecoland. Remontons dans l'histoire, j'ai 4 ans, en 1976. Mon père décède. Plus tard, j'apprends par ma mère que c'est une maladie pulmonaire qui a emporté mon père. À ce moment précis, je décide de devenir médecin afin de sauver les vies. Mais les circonstances de la vie font que je ne fais pas médecine. Je fais sciences éco. Un soir, en regardant un documentaire sur les pneus usagés, j'apprends que la pollution causée par l'incinération des pneus est l'une des principales causes des maladies pulmonaires. À ce moment précis, je me dis, vu que je n'ai pas fait médecine pour pouvoir sauver des vies, je peux faire mieux, préserver l'environnement pour pouvoir préserver la santé de la population. C'est ainsi que Ecoland naquit. Ecoland est une unité de recyclage de pneus usagés afin de produire des broyats. Si vous investissez dans mon projet, vous contribuez ainsi à préserver l'environnement et aussi à préserver la santé de la population de cette génération et des générations futures. Je vous remercie. 1 minute 27 secondes. C'est fini? Vous avez fini? Oui, c'est fini. D'accord. Donc, comment, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Vous nous avez rien dit sur Ecoland? Je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais pour une fois que vous avez 5 minutes précieuses, d'accord, l'utilisation que vous faites de ce temps-là me laisse complètement sur ma faim. Oh, vous aviez 5 minutes, vous saviez que vous avez 5 minutes. 3 minutes. Mais même 3 minutes, vous n'avez pas utilisé. Vous n'avez pas Il fait utilisé. 1 minute 27 Vous n'avez secondes. rien utilisé. 1 minute 27 secondes. Le fait, il faut qu'on investisse dans Ecoland. Mais pourquoi est-ce qu'on... On ne sait même pas ce que c'est qu'Ecoland. Vous n'avez pas expliqué. Dans votre storytelling, vous devez nous raconter ce que c'est qu'Ecoland. Ok, la pollution, mais Ecoland fait quoi? Pourquoi? Comment ça impacte? On a dit de recyclage de pneus. Avec les broyats, il en a parlé. En 2 secondes. Oui, mais il fallait qu'il aille plus. La seule chose en réalité,
Je crois qu'il faudrait que vous ou tous les autres candidats puissiez vous dire qu'à chaque fois que vous passez devant le jury, considérez que ce sont de nouveaux investisseurs. Exactement. C'est pire qu'avant. Et là aujourd'hui, je suis désolé de le dire encore comme ça, mais on n'a rien entendu. Présentation très courte. Merci. Les membres du jury ne sont pas contents. Marie-France arrive, les mains bien pleines. Voyons ce qu'elle nous proposera. Est-ce parce que je suis une femme que je dois choisir entre ma vie de couple et ma vie professionnelle? Est-ce parce que je suis une femme que je dois choisir entre une activité génératrice de revenus qui me permet de déployer mon potentiel et rester femme au foyer? Après mon mariage, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat en transformant du cajou. Alors mon entourage me disait, tu n'étais pas faite pour ça, c'est mieux que tu passes un concours de la fonction publique. Mais au fond de moi, je savais que j'avais du potentiel. Je savais que j'avais un rêve que je voulais réaliser. Mais toutes ces persécutions ne m'ont pas empêché de continuer dans mes activités de transformation de cajou. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un déclic. J'observais les paysans séparer les noix de la pomme, conserver précieusement la noix et jeter la pomme de manière désintéressée. Alors là, j'ai réalisé que les pommes de cajou qui étaient rejetées avaient la même histoire que moi, qui étaient brimées alors que j'avais du potentiel. Les pommes de cajou sont inexploitées, sont minimisées, alors qu'elles ont en elles un trésor que l'on pourrait exploiter. Je décide à cet instant de récupérer ces fruits, de connecter mon énergie à celle des pommes de cajou, de les mettre à la disposition de personnes inspirantes qui ont des histoires qui peuvent changer des vies en les transformant en jus, en vin et en liqueur de cajou. Aujourd'hui, ces produits nous ont permis de remporter des prix, nous ont permis d'accroître notre chiffre d'affaires. Et mon époux, il est devenu mon premier fan, il est devenu mon premier collaborateur et aujourd'hui, il m'aide d'une très grande aide dans la réalisation de l'accomplissement des projets de développement et de croissance de la Maison de l'Anacad. Aujourd'hui, chers membres du jury, financer la Maison de l'Anacad, c'est apporter une inspiration à toutes ces femmes qui ont du potentiel, mais qui dans les foyers sont réduites qu'aux tâches ménagères. Financer la Maison de l'Anacad, c'est challenger toutes ces femmes qui ont quelque chose à apporter à l'évolution de ce monde, mais qui dans les maisons sont réduites au silence. Aujourd'hui, financer la Maison de l'Anacad, c'est communiquer une histoire inspirante qui va impacter des vies, qui va changer des personnes. Je vous remercie. La suite, c'est fini? Donc, tout ce que vous avez dit, est-ce que votre entreprise fait de l'accompagnement des femmes? Pas pour le moment, mais c'est prévu. Sauf que ce n'est pas votre produit. Dans votre storytelling, ce que je retiens, c'est que si je finance, c'est un peu une histoire ou des exemples qu'on va faire. À aucun moment, vous ne me parlez que de vos produits et de pourquoi c'est important aussi de les financer. Je n'ai rien à dire. Enfin, oui. Un investisseur cherche à gagner de l'argent. Ce n'est pas de la philanthropie. Notre activité, en réalité, est vraiment porteur de revenus, comme je l'ai dit. Non, mais ça, ce n'est plus maintenant que vous allez le dire. C'était dans votre storytelling. Vous savez, même pour vous, par rapport à l'exercice auquel vous participez en ce moment, il faut bien comprendre qu'il faut faire la part des choses entre le côté très personnel, de ce qui vous amène à entreprendre et peut-être à initier un projet comme le vôtre et le projet lui-même. Parce que ce qui nous intéresse, nous, en tant que jury, c'est le projet. On a fini par se demander si, effectivement, on n'était pas dans un mouvement un peu féministe d'accompagnement des femmes brimées, etc., qui peut être un vrai sujet. Très beau sujet. Hein. Ne me lisez pas mal. Et hors sujet. Mais là, pour aujourd'hui, je crains malheureusement que ce ne soit pas du tout le sujet. Chaque étape de ce processus doit tenir compte des étapes précédentes, avec un objectif d'amélioration. Ne perdez pas le fil et l'objectif ici. L'objectif, c'est de lever des fonds. Belle robe avec les pommes de cajou, d'ailleurs. Hein. Vous avez vraiment poussé le storytelling jusque dans le costume, bravo. Encore une candidate qui passe à côté de l'exercice. Merci. Merci. Bon, alors, je ne peux pas trop leur en vouloir non plus. Non, pas du tout. Moi, pour une raison, c'est que
ce sont des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas familiers avec ce type de processus. Bien sûr, tout à fait. Bon. Un peu dommage. Next. La suite, c'est avec Emmanuel. Il m'a l'air stressé. J'espère qu'il ne perdra pas pied. Bonsoir, cher monde. Bonsoir. Alors, mon histoire commence en 2012 avec Brice. Nous étions les meilleurs amis du monde. De famille modeste, nous avions décidé ensemble de chercher à être autonomes financièrement, de sorte à faire souffler un peu nos parents qui payaient cher nos scolarités. Alors, j'ai proposé à Brice de faire du savon liquide. Je savais déjà le faire, ma mère me l'avait appris. Et Brice était d'accord. Avec le Texapon, nous faisions nos premières productions de savon. Et ce qu'on gagnait nous encourageait fortement. On a connu des difficultés qui étaient liées soit à la cherté du Texapon, soit à sa rareté. Et devant ces premières difficultés-là, Brice s'est montré désintéressé de l'activité. Non par découragement, mais plutôt par ambition. Ses ambitions se trouvaient ailleurs. Brice embrassait le rêve de regagner l'Occident, quel qu'en soit le moyen. Et la nouvelle qui a bouleversé ma vie m'a été donnée un matin d'août 2013. Brice a péri dans la Méditerranée. Je me suis senti triste, trahi, en colère, mais surtout coupable. Coupable d'avoir laissé partir mon ami. Coupable d'avoir laissé périr mon ami. Et j'ai culpabilisé jusqu'à ce que ma mère m'aide à sortir de cette mauvaise passe que je vivais. Dès lors, j'ai décidé de faire de la création de richesses mon cheval de bataille pour lutter contre l'immigration clandestine. De nos difficultés d'antan, nous avons eu la force de pouvoir créer aujourd'hui le Texapon qui nous manquait auparavant. Et j'aimerais que Brice voie ça aujourd'hui. Je me suis donné comme mission de créer de l'emploi de sorte à faire réaliser à mes compatriotes que l'Eldorado est bel et bien chez nous en Afrique. Mon entreprise vient avec une promesse de 1000 emplois sur les 5 années à venir. Et investir dans mon projet, c'est m'aider à créer de l'espoir. Investir dans mon projet, c'est m'aider à préserver la vie de plus d'1 millier de jeunes Ivoiriens. Je pleure encore lorsque j'entends qu'il y a des morts dans la Méditerranée, qu'il y a des morts lorsqu'ils cherchent à partir en Europe. Je me souviens du cas du petit Laurent, retrouvé mort dans la soute, dans le train d'atterrissage de cet avion qui reliait Abidjan à Paris en janvier 2020. Je sens qu'il va se faire allumer. Et je me suis donné pour mission de pallier ce problème-là, le fléau de l'immigration clandestine. Alors, je crois mordicus que l'essor économique de notre pays est tributaire de l'industrie. Ça ne sent pas bon pour lui, mais bon. Je veux me faire un fort acteur de cette industrie-là. Il y a tant à faire en Afrique. Et si nous ne faisons rien, les cadavres seront plus hauts que la marée. Je vous remercie. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'avez pas remarqué qu'on ne vous écoutait pas? Je n'ai pas compris. Quel est le rapport? Je comprends Donc, pas. votre objectif aujourd'hui, c'est plus les gens qui... Donc, l'immigration clandestine, plutôt que même le... Vous avez dit le Texapon, il vient d'où? C'est coco, c'est ça? Que les champs de coco, que ce genre de choses? Enfin, je ne comprends pas. On n'a rien vu sur le projet. Vous avez parlé de Brice. Mais bon, paix à son âme, toutes nos condoléances.
Mais maintenant, l'autre... Est-ce que vous êtes sûr que je vais donner 100 millions parce que votre ami est décédé? Sérieusement? Non, c'est pas je fais de mon combat la lutte contre l'immigration. Oui, on n'a pas dit non. Mais ensuite, c'est pas le but de votre entreprise. On est bien d'accord. Maintenant, quel est le lien entre ça et les Texapon et le business? Et vous avez continué à nous dire Texapon. Vous parlez de votre business. Il y a déjà eu un mort. On n'a pas besoin d'écouter encore d'autres morts. On sait les ravages de l'immigration clandestine. Mais concrètement, votre solution de création d'entreprise, comment est-ce qu'elle résout cette problématique? Vous ne l'avez pas dit. Vous avez fait de la poésie. Vous avez été mélodramatique. Tu es dépassé. Je suis sans voix. Merci, monsieur. Au suivant. Bonsoir, Farid. Bonsoir. Bonsoir, cher jury. Je suis Farid Ouattara, fondateur de FacoDrop, la première application de livraison made in Côte d'Ivoire. En 2021, le jeune étudiant ivoirien vivant en France que j'étais, célibataire, et de par mon incroyable manque de talent en cuisine, j'étais un amateur et un expert dans la commande de nourriture en ligne sur les différentes plateformes de services européens. De là me vient l'idée de créer un service de livraison dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Ainsi naquit FacoDrop, à l'époque un service de livraison fonctionnant via call center. Mais après quelques mois d'exercice et des résultats plutôt intéressants et encourageants, je ne suis pas satisfait. En effet, je ne suis pas satisfait car je constate l'absence de différence entre les autres services de livraison de l'époque et le mien. Et de par mon prénom, Farid, signifiant en arabe l'unique, le spécial, j'aspirais et j'aspire encore toujours à me démarquer dans tout ce que j'entreprends. Et je veux laisser une marque, une empreinte de mon passage sur Terre. Donc il fallait que je trouve quelque chose. Il y a quelque chose qui me manquait à mon projet. Parce que je ne voulais pas que mon projet soit une généralité errante comme les autres services. Je voulais que ça soit une spécificité significative. À la surprise générale, je décide donc de suspendre FacoDrop et de retourner en France afin de me former à travers différents stages dans des services de livraison européens, mais aussi de travailler en tant que salarié à Station F, la start-up qui est comme un peu la Silicon Valley des start-up européennes. Après 2 ans d'économie de salaire et une récolte de fonds de Love Money, je trouve enfin ce qui me manquait à mon projet. Et je décide le 3 mai, 2 ans plus tard, le 3 mai 2023, de relancer FacoDrop. Cher jury, ce qui me manquait à ce projet à l'époque se résume en un mot: impact. Impact, car oui, aujourd'hui, le FacoDrop 2.0 que je vous présente a un impact économique en mettant en relation différents acteurs de biens de consommation ivoiriens. Un impact digital et historique en étant la première application de livraison made in Côte d'Ivoire. Un impact sociétal en voulant créer de nombreux emplois pour la population et la jeunesse ivoirienne à travers nos désirs d'expansion nationale. Un impact environnemental. Un impact environnemental en usant des motos électriques qui préservent l'environnement. Un impact culturel et touristique en mettant en valeur, en lumière, tous ces acteurs informels du vivrier local qui sont négligés et mis de côté par nos concurrents. Pourtant, ces derniers représentent un pilier de la culture culinaire ivoirienne. Un impact sanitaire, car oui, avec notre mode de livraison Faco Pharmacie, cher jury, nous sauvons des vies jours et nuits. Un impact aussi futur, sur le futur, car oui, nos méthodes et notre démarche écologique visent aussi à préserver notre beau pays, la Côte d'Ivoire, pour les générations futures. Mais dans ma démarche et dans mon cheminement de ce que j'appellerais la vallée de la mort entrepreneuriale, j'ai découvert une autre chose. Cette chose-là, c'était le pourquoi de FacoDrop. Aujourd'hui, FacoDrop est là, est de retour pour accorder gain de temps et confort à travers nos livraisons à nos utilisateurs dans un monde qui va de plus en plus vite. Et le temps est devenu une contrainte commune. Ce qui nous a permis, en presque 3 mois d'activité et avec peu de moyens, d'être la 2e application la plus téléchargée dans la commune de Cocody, réaliser plus de 4000 commandes et avoir plus de 4000 utilisateurs sur notre application. Avec peu de moyens, cher jury,
vous-même constatez ce que nous avons pu réaliser. Imaginez maintenant avec ce financement et votre accompagnement ce que nous pourrons réaliser. Parce que le but de cette aventure n'est pas seulement que de gagner ce financement, mais c'est aussi aspirer à profiter de votre expérience, de votre savoir-faire et de vos compétences pour nous aider à aller de l'avant et à conquérir ce marché et être leader de ce marché de la livraison. Cher jury, nous avons un combat. Un combat très important. Je dirais même 2 combats qui sont très importants. Ces combats sont les suivants. Aujourd'hui, avec FACODROP, nous voulons casser le stéréotype du manque de professionnalisme, de rigueur et de qualité des services locaux. Nous voulons aussi être leader de ce marché qui est un marché très concurrentiel. Nous avons un plan qui se réalise à travers notre compte de résultats prévisionnels, montrant notre objectif d'abord de rembourser les 100 millions de financement, prenant en compte l'intérêt de 4% dont j'ai pris note en revisionnant les différentes saisons précédentes, mais aussi un plan de comment nous allons utiliser ces 100 millions-là qui vous est présenté. Cher jury, aujourd'hui, en définitive, pour illustrer notre tableau, j'aimerais vous faire la satire une métaphore de David et Goliath. Parce que le combat que nous sommes en train de mener... Votre temps est arrivé. Okay. Merci. 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 Mais c'était très... J'ai envie de vous embrasser. C'était très bien. C'était super. J'ai trouvé en tout cas enfin, que j'avais un vrai storytelling. Business. Business. Qui me parle d'impact, qui me parle de promesses, qui me parle de perspectives, qui me parle de compte de résultats dans une histoire. Business. J'ai mis, c'est la présentation la plus complète que nous ayons eue jusque maintenant. Pas de poésie, pas de drame. Vraiment, merci. Du business. On a senti que vous aviez quand même un peu de trac. Oui, oui, vous avez paniqué là. Hein? Vous avez beaucoup paniqué, mais bravo. On n'est pas méchant. Bon, l'histoire de la vallée de la mort, ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. De l'entrepreneuriat. La vallée de la mort de l'entrepreneuriat. Et David et Goliath aussi. Franchement, ok. C'était un peu Donc, pas nécessaire. Faites sobre. Il n'y a pas de... Ok. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Commencez à s'inquiéter. On peut faire ça. J'étais en mode inquiétude, mais là, quand je l'ai entendu, j'ai respiré. Non, je dis, je me suis dit, waouh. Il a fait le boulot. Il a fait le en même temps, pour encore une fois mettre les choses dans leur contexte. C'est quand même celui qui, depuis le début, est le plus consistent, comme cohérent voilà, dans sa présentation, truc, etc. Donc, David n'a pas eu le temps de tuer Goliath, mais voilà, Farid pas une surprise. a su séduire les membres du jury. Je ne pouvais plus. La vie est déjà dure. Prochaine candidate, Diaby Aïcha. J'espère qu'elle ne va pas s'égarer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Vous pouvez y aller, hein. 1000 francs. C'était mon dernier billet ce jour-là, de l'année 2016. Nouvellement divorcée, au chômage, 4 enfants en bas âge à nourrir. Je ne voyais presque plus l'horizon. Mais j'avais quand même remarqué que c'était la saison des oranges. Il y en avait beaucoup dans le marché. Je prends alors 500 francs dans les 1000 francs et j'achète 500 francs d'oranges. Je m'installe en bas de l'immeuble. Je fais un petit étal et je commence à vendre. En 1 heure, toutes les oranges sont finies. Je suis étonnée. J'avais une place stratégique, mais je n'avais même pas remarqué que cette place l'était. Je retourne au marché, j'achète encore 1000 francs d'oranges et à la fin de la journée, mon stock était à 0. C'est comme ça que je me suis retrouvée vendeuse à l'étal de fruits pour subvenir aux besoins de mes enfants. Bananes, oranges, pommes, raisins. Et la mangue est intervenue en dernier dans mon commerce. Et puis un jour en 2017, juin 2017, à la faveur des mutineries à Boaké, le camion qui ramenait ma cargaison de mangue a été bloqué 3 jours au corridor de Boaké. Bon, finalement, la mangue arrive à Abidjan. Tout est mis à point.
des mangues que j'avais l'habitude de vendre en une semaine, elles sont toutes mûres. Une grande quantité, environ 400 kilos, et je ne sais pas comment faire. Je réfléchis et là, l'option de transformation s'est imposée à moi. C'est comme ça qu'est né Acadie. Et la mangue a commencé à avoir un intérêt particulier pour moi. J'ai commencé à m'intéresser, j'ai fait des recherches, j'ai commencé à comprendre. Et j'ai vu que la mangue est un trésor inexploité. Est-ce que vous saviez que la mangue, c'est 180 000 tonnes de production nationale, à peine 30% pour le marché à l'export, et le reste, une grande partie, plus de 60%, finit à la poubelle. C'est une réalité qui m'a choquée. Je me suis dit, mais nous marchons sur la richesse, et il y a le chômage et on se plaint. Donc, j'ai commencé à investir dans ma formation, encore dans la recherche. Parce que je me suis dit, on a tout. Il y a juste quelque chose qui manque pour qu'on puisse y arriver. C'est comme ça que le mot transformation a pris tout son sens dans ma tête. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie. Parce que j'ai compris qu'avec l'industrie, c'est le nombre en plus. Aujourd'hui, Acadie, c'est ce rêve-là. Si vous investissez aujourd'hui dans Acadie, ce ne sera pas seulement pour moi. Vous savez, en 2050, plus de 50% de la population africaine vivra en zone urbaine. Et les besoins en biens de consommation vont être énormes. Et si nous n'avons pas une génération qui est préparée, d'autres personnes viendront faire à notre place ce que la nature a déjà mis à notre disposition et que nous devons juste transformer. Je vous remercie. Un silence presque gênant. Chers membres du jury, avez-vous apprécié ou pas? Vous comptez créer combien d'emplois? 7 emplois à la création. D'accord. Ça, c'est des emplois directs, mais vu que vous allez vendre Direct. de la purée Direct. de mangue, oui. Il y a des emplois indirects non, aussi. Direct. Mais il y aura aussi beaucoup d'emplois indirects qui sont Oui, oui. D'accord. Dans la chaîne de distribution. Exactement. D'accord. Donc vous allez créer de l'emploi. Pardon? Donc vous allez créer de l'emploi. Oui. C'est ça l'objectif en fait. Vous n'avez pas parlé. Pourquoi vous ne le dites pas? L'histoire qu'on vous a demandé de raconter, c'est celle-là. Celle, entre autres, de l'impact que vous allez faire avec votre projet. De la valeur ajoutée que vous apportez. Parce que vous arrivez à résoudre une problématique qui est certes ancienne, mais qui est réelle. D'accord? Votre storytelling n'est pas équilibré. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé à nos oreilles. En tout cas, pas cette fois-ci. Votre histoire est belle, mais il aurait fallu la raccourcir et vous concentrer sur le business. Merci. Il reste une personne. Le dernier candidat, c'est Aziz, qui m'a l'air très inspiré. Voyons voir ce qu'il a à proposer. J'avais prévu faire une histoire qui allait raconter un peu émotionnellement les choses, mais je pense que quand on a fait le coaching, j'ai tiré « je suis honnête » et je vais être honnête. J'ai eu juste la chance, un peu plus que les jeunes créatifs qu'on rencontre souvent dans les bas quartiers qui veulent démarrer une carrière artistique, d'avoir des gens qui ont cru en moi tout de suite. Juste une seule personne, ma mère. Elle m'a trouvé une place en agence de publicité par le biais de quelqu'un d'autre qui a cru en mon talent, même sans me connaître. Et je rentre là-bas, je découvre un univers qui est extraordinaire. L'univers de la créativité, l'agence de pub. C'est juste beau à voir. Des gens hyper solidaires qui sont ardus au travail, qui travaillent 16 heures des fois d'affilée. Et j'apprends tout ça. Ça me construit. Et là-bas, je grandis. Je deviens directeur artistique, photographe professionnel. Ça me permet de travailler sur l'image de grandes personnalités, de travailler sur de très grosses marques, de travailler même avec des présidents de la République. Et là,
je me rends compte que j'ai un bagage. Pendant tout ce temps qu'on fait, il y a un besoin permanent en agence. C'est comment trouver des bonnes images pour pouvoir véhiculer le bon message quand on est sur une campagne. Et pendant un moment, ça m'a créé du business en tant que photographe. Je faisais des photos pour répondre à ça. Et chemin faisant, le digital prend le dessus. Les demandes d'images deviennent plus grandes. Le temps se réduit pour pouvoir produire de l'image. Et en même temps, en période Covid, les budgets de communication baissent. Et donc, les agences sont obligées de travailler avec les moyens de bord. Elles achètent de plus en plus d'images sur des banques d'images. Donc, on se rend compte qu'il y a un potentiel d'en créer une banque d'images. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste la bonne idée. Plusieurs personnes ont eu cette bonne idée. Donc, je m'approche de gens qui ont déjà fait ce parcours, d'autres Africains, jeunes Africains qui ont essayé de faire des banques d'images. Et je me rends compte qu'ils ont un problème, tous. C'est qu'à chaque fois, ils n'étaient pas détenteurs de leurs images. Ils n'avaient pas pu fédérer une communauté capable de produire en permanence des images pour alimenter leur plateforme. Et toutes les plateformes ont coulé de la même manière. Du coup, un peu au sommet de la carrière, je dis, on y va, on fait un concours, le grand tournoi créatif qui permet d'embarquer plus de 700 jeunes en 2 éditions, qui sont des jeunes créatifs qui viennent se challenger pour pouvoir se révéler. Et derrière, on découvre des talents extraordinaires. Et ça nous permet en même temps d'avoir les gens pour pouvoir travailler sur la banque d'images. Et donc derrière, on se rend compte qu'il y a un marché, il y a un potentiel, mais qu'il faut structurer. Et c'est à ce moment qu'on commence réellement à rentrer en profondeur sur le sujet. Covid, on prend aussi le coup. On est en passe de fermer. Quand on se dit dans un dernier élan d'envie, on poste quelques images parce que depuis on en parle mais on ne l'a pas fait. On met quelques images pour voir ce que ça donne. Donc preuve de concept, 100 images partagées sur une plateforme de banque images. On oublie un peu ça. 6 mois après, on fait 1000 téléchargements. On fait du fois 10, pardon. Avec des fois une seule image qui est téléchargée plus de 250 fois. Et là, on commence à voir l'exponentiel de chiffres que ça peut rapporter si réellement on va au bout de notre histoire. On commence à produire 10 000 images que nous avons déjà et on se rend compte qu'une barrière très importante dedans, c'est d'atteindre les 100 000 images. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en pensant à tous ces jeunes qu'on peut embarquer dans notre histoire, en pensant en même temps à tout ce qu'on peut faire aussi au niveau de l'image de l'Afrique qui sera véhiculée à travers notre banque d'images, on se dit c'est le moment. C'est le momentum pour pouvoir lancer Numipix. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers des personnes qui sont alignées avec les mêmes valeurs de travail, de créativité, d'encouragement à la jeunesse africaine, pour pouvoir nous accompagner dans cette aventure qu'est Numipix, qui est une aventure humaine, au-delà d'être une aventure très rentable. Elle est rentable. Elle est rentable parce que, comme je vous ai dit, dans le proof of concept, on a vu... Je ne sais pas, je suis un nouvel investisseur qui vient écouter un storytelling. Je ne suis pas censé savoir. Non, je l'ai dit. Dans notre preuve de concept, on a posté 100 images, on a fait du x10 en téléchargement. Vous auriez dû le redire aujourd'hui dans l'histoire. Le storytelling. Il l'a dit. Il a dit tout à l'heure. Il l'a dit. Oui, mais on n'a pas parlé de business. Il l'a dit. Je sais, mais... On va lui reconnaître cela. Qu'il a dit. J'aimerais que ça se traduise en... Voilà, chiffrage. En chiffres. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est ça qu'on va chercher. Ok. Je n'ai pas de commentaires. Aujourd'hui, après votre présentation, même si on pense avoir compris, bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'on a cerné le pourquoi. C'est plus ou moins clair. C'est ça, c'est seulement le pourquoi d'ailleurs. On a compris le pourquoi. Et on a compris d'une certaine façon le potentiel qui peut être lié à cela. Oui. Donc naturellement, l'étape suivante, c'est... C'est ce que j'ai tout dit. Comme j'ai dit, je vais être honnête. C'est une start-up en lancement. Mais on avait soit mais le rêve qu'on veut acheter, oui, c'est précisément celui-là. Oui. On ne vous demande pas d'avoir 10 ans d'exercice. Yes. Il faut être une start-up. Yes. Même les start-up ont des business plans.
Même les startups vous donnent des TRI, ils vous donnent une perspective. Ils vous disent comment l'argent qui est investi aujourd'hui va rapporter dans quelques années. Effectivement. Un peu plus de Et donc, oui, j'avais pris mon stylo, j'attendais de... Voilà. Belle histoire. L'histoire du business. Mais comme les histoires économiques, elle doit pouvoir se quantifier. On doit voir l'impact, on doit voir la perspective de la profitabilité de votre projet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'avais un peu peur de me répéter sur Alors la justement, dernière fois. c'est ça l'erreur. D'ailleurs, on est tous... Oui, si vous êtes d'accord. C'est ça l'erreur. Oui. L'erreur de vous dire que nous savons déjà. Ah oui, effectivement. Pourtant, je les ai quand même. J'aurais pu... Vous n'avez pas de next time. Ça va encore. Peut-être, si vous êtes encore là. Ne prenez rien pour acquis. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, là, ça a été dur. Ah non, c'est dur, c'était terrible. Il y a une seule personne qui a fait un storytelling. C'est sur une note de déception que s'achève cette journée. Car pour nos jurés, les candidats sont passés à côté de l'exercice. Quel dommage. C'est bon. Ça marche. On est bon. Eric, je te laisse la place pour la suite. Comment les avez-vous trouvés? Terrible. C'était pas terrible. Ah non. On était trop dans l'émotionnel ou peut-être qu'ils se sont dit, comme on était sur Live TV, il y avait des jeux d'acteurs. C'était mélodramatique, poétique. Oh. Il y a eu des larmes, presque du sang. Non. Mais pas de business. Ils se sont vraiment trompés de script. Vous avez délibéré. C'était le challenge 3. Et je vais me faire le plaisir de les appeler. D'accord. Maintenant, ceux qui continueront l'aventure. Très bien. Les dés sont jetés. On n'en aura que 6 qui vont rester dans la villa et continuer l'aventure Jeune Mansa saison 3 avec nous. Qui sont-ils? Marie-Danielle Meresso. Anan Seko. Marie-Danielle Meresso. Bravo. Goli Boni-Pierre, Eden Commodities. Dosso Zoumana, Ecoland. Farid Ouattara, Faco Drop. Diaby Aïcha, Sakina Digital. Et Abdelaziz Touré, Numipix. Abdelaziz Touré. Les voici. Les 6. Très bien. Qui poursuivent l'aventure. Les membres du jury ont fini de délibérer. On les a entendus avec leurs avis sur ce qu'on a entendu et vu ce soir. Voici les 6 retenus qui restent dans la villa et qui continuent l'aventure 3e saison de Jeune Mansa. Pétition continue. Pour la plupart d'entre vous, vous portez de beaux projets. Que les beaux projets que vous portiez, vous arriviez à les faire ressortir et à leur donner toute la qualité à laquelle on s'attend. En tout cas, bon courage, encore une fois, et bonne continuation. Entre porter un beau projet et présenter ce projet, il y a quand même des efforts à faire pour eux. Et le président Charles Pied l'a dit. Je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent sur Live TV, la télé sans filtre. Je voudrais saluer Mansa Bank qui porte ce programme le plus important en ce moment en matière de programme télévision. Donc pour l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat des jeunes. Merci d'être avec nous. C'est pas terminé. Il y en a 3 qui quitteront la villa. 3 autres resteront avec nous. Et les 3 qui resteront, il y en a un seul qui sera le Jeune Mansa saison 3. Et merci de regarder Live TV, la télé sans filtre. Merci aux membres du jury. Merci, Mansa Bank. Je n'ai pas donné les chiffres. Moi, j'ai pas donné les chiffres. Il fallait faire un storytelling. Je me rends compte que je n'ai pas bien compris, en fait. Voilà, parce qu'il s'agissait de raconter son histoire et tout ça. Donc, je n'ai pas compris le fait qu'on devait chiffrer, carrément parler un peu, revenir un peu à notre premier pitch et tout ça. De peur de faire un pitch bis. Finalement, je n'ai pas pu rendre ce que le jury attendait. Ce qu'on a reçu comme formation, on a rendu
à quelques détails près. Parce qu'en aucun moment, on nous a dit qu'on devait chiffrer nos pitchs lors du storytelling. En aucun moment. Donc, chacun a pitché comme il le pouvait. Et comme d'habitude, quand tu passes le premier, c'est pas que je me blâme, mais j'aime toujours être devant. Et le premier, généralement, il prend toujours les pots cassés. Parce que après son passage, il y a quelques corrections qui sont faites au fur et à mesure. Bon, voilà. Et c'est ça aussi, le fait d'être leader. J'ai toujours été leader et je le resterai. Et j'en suis fier. Ben, le jury demeure souverain. Et le mot d'ordre lors de la formation, c'était d'être mélodramatique. Je pense que mon objectif a été atteint. C'est ce que j'ai fait. J'ai rendu tel que j'ai reçu. Mais je répète, le jury reste souverain. Un peu découragée. Sincèrement, je suis un peu découragée parce que je me dis que si j'avais su, peut-être j'allais pouvoir rendre ce que le jury attendait. Mais bon, l'aventure continue, ça s'est bien passé, on s'est fait des contacts, on a eu à fraterniser, à échanger avec chacun. Je pense qu'on pourra se retrouver à une autre occasion. 3 entrepreneurs nous quittent ce soir. Ils ont donné le meilleur d'eux. Mais dans cette compétition, seuls ceux qui ont l'âme d'un Monsa avancent. Ça me motive encore plus parce que là, il ne s'agit plus que de moi. Je vais m'oublier un peu et puis me rappeler à chaque fois que quand j'aurai le financement, il ne s'agira pas que seulement de ma vie. Elle va impacter beaucoup d'autres vies. Elle va impacter même des communautés. Et je pense que je vais beaucoup plus me reconnecter à ça. Nous avions une focalisation dans les présentations sur le storytelling. Mais je crains malheureusement qu'il y ait une espèce de confusion entre storytelling et mélodrame. On a tous des histoires tristes. Mais trop de storytelling tue le storytelling. Les candidats ont par trop versé dans l'émotionnel au détriment du contenu de leur projet. Et naturellement, cela a eu un impact sur la qualité des prestations dans leur ensemble. C'est bien d'expliquer ce qui vous a amené à créer le projet, mais c'est encore mieux qu'on voit tout de suite, de façon immédiate, chiffres, emplois créés, tous les différents types d'impact. Et je crois que c'est ce qui a manqué. J'avais l'impression d'être des fois à Nollywood, des fois à Bollywood, des fois à Hollywood. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Mais alors que moi, ce que je voulais, c'était compter, savoir combien d'argent on va gagner, quel est l'impact du projet, quelle est la promesse de l'idée et quelles sont les perspectives de rentabilité du business. La compétition est très serrée parce que, je dois l'avouer, certains projets sont vraiment intéressants dans leur contenu. Malheureusement, ils ne sont pas forcément rendus dans les meilleures conditions. Je pense qu'à ce stade de la compétition, c'est toute une région que je porte, la Maraoué, et c'est presque toute la vie de l'intérieur, dont 90% de la population pratique l'agriculture. Et la tomate, au niveau du maraîcher, est la première culture phare de ces maraîchers. Donc j'ai vraiment intérêt à mieux présenter le projet demain devant le jury et le business angels. Ils ne sont donc plus que 6 en compétition. La semaine prochaine, ils feront face aux Business Angels dans le duel de la mort. 3 d'entre eux réussiront à se qualifier pour la grande finale. Nous vous disons donc à samedi prochain. Bon. Battez-vous pour que vos clients puissent être des investisseurs. Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin.
J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir.